on, on discutera après votre exposé sur les points que vous aurez développés. Donc, je vous laisse la parole. Est-ce que vous voyez le Oui. Parfait. Très bien. Alors tout d'abord, je suis ravi d'avoir été invité à cette tribune et d'avoir donc l'occasion de parler de notre rapport que nous avons réalisé au sein de la Fablex DL4T. Donc la Fablex DL4T est une unité de recherche qui est dirigée par Caroline Lecanroth, en tout cas de 2018 et 2019. Donc avec mes 6 collègues, nous avons réalisé cette étude qui porte sur les usages de la reconnaissance faciale dans l'espace public et notamment le cadre européen applicable à cette reconnaissance faciale et également les cadres nationaux au sein de l'Union européenne. Donc nous avons mené cette étude durant 6 mois, de octobre 2019 à avril 2020, et nous avons donc divisé notre analyse en 3 temps. D'abord le cadre européen, ensuite l'analyse des cas concrets et enfin un bilan de cette analyse. Donc pour aujourd'hui, je vous propose d'orienter ma présentation de cette façon. Donc, je vais d'abord introduire rapidement la reconnaissance faciale. Ensuite, j'évoquerai également le cadre européen applicable, les usages de cette reconnaissance faciale. Et ensuite, je sortirai un peu du cadre du rapport pour envisager les enjeux plus globaux sous-jacents à cette reconnaissance faciale, cette technologie, et enfin l'avenir de sa régulation. Donc, qu'est-ce que la reconnaissance faciale, ou plutôt les reconnaissances faciales? En réalité, il n'y a pas de définition qui est donnée par la loi pour la reconnaissance faciale. C'est un concept qui n'est pas appréhendé dans aucun pays, que ce soit la France, les États-Unis ou hors de l'Europe. C'est une technologie qui en combine plusieurs. D'abord, des techniques biométriques, donc d'identification des traits, notamment du visage, une modélisation également en 3D du visage, et soit du machine learning, soit du deep learning. Donc c'est pour ça que c'est une technologie qui fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, même si le terme est extrêmement débattu, et qui se voit également appliquer donc, le cadre relatif à l'intelligence artificielle. Donc concrètement, on a plusieurs points du visage qui sont identifiés, en plus de la modélisation 3D, ce qu'on appelle des points nodaux, donc notamment la distanciation des yeux, l'écart de la bouche, la profondeur des joues ou des orbites sur le visage. Et ensuite, on code tout cela sous la forme d'un gabarit que l'on va comparer à d'autres gabarits au sein notamment d'une base de données. Il y a plusieurs techniques sous-jacentes qu'il ne faut pas confondre avec la reconnaissance faciale en elle-même. Il y a d'abord la détection du visage qui peut être présente sur les appareils photo notamment, mais qui n'est pas de la reconnaissance faciale. C'est un moyen préalable à de la reconnaissance faciale, mais la reconnaissance du visage en elle-même, la détection plutôt du visage, n'en est pas une. Ensuite, il y a les techniques de traitement prédictif et de profilage. Là, on n'est pas sur de la reconnaissance faciale, on est sur quelque chose qui peut s'ajouter à de la reconnaissance faciale, par exemple déceler un comportement dangereux dans un magasin, dans un lieu public, etc. Et on a aussi les procédés biométriques ayant d'autres fins que celles destinées à la reconnaissance faciale que j'évoque par la suite. Donc, il est important dans le débat qui tourne autour de la reconnaissance faciale de savoir de quoi on parle et de ne pas trop polariser les choses. On se rend compte qu'on parle souvent de la reconnaissance faciale, mais en réalité, il y a des reconnaissances faciales, il y a une grande diversité. Et lorsque l'on essaie de débattre sur la question, il est important de préciser sur quel type de reconnaissance faciale nous nous attachons. Donc, la reconnaissance faciale, elle vise à 2 objectifs, soit authentifier un individu. Donc là, c'est vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Donc là, c'est peut-être l'usage le moins restrictif des libertés, puisqu'il s'agit simplement de comparer, par exemple, la photo sur le passeport avec notre visage présentement présenté à une caméra. Et donc, il n'y a pas de constitution de base de données préalable. C'est pour ça que c'est le modèle un peu le moins attentatoire. Ensuite, il y a la reconnaissance faciale qui est utilisée à destination d'identification d'un individu, soit au sein d'une masse de population, dans un lieu physique, soit au sein d'une base de données, donc un lieu plutôt virtuel. Et là, évidemment, il faudra avoir une base de données, voire 2 bases de données, celle avec les gabarits et celle avec les comparatifs, pour permettre d'identifier la personne. Et donc, c'est évidemment celle qui est la plus attentatoire aux libertés. Et donc, pour cette identification, ça fonctionne sous la forme d'un score de similarité.
et le plus élevé sera considéré comme étant comme correspondant à l'individu recherché. Alors maintenant, quels sont les usages de la reconnaissance faciale dans le monde? Donc, ils sont duals. Donc, on a des usages privés et des usages publics. Dans les usages privés, on a des usages dits récréatifs, par exemple déverrouiller son téléphone, avoir un contrôle d'accès à des coffres-forts en entreprise. On a des usages pour le tourisme, pour les entreprises privées, par exemple, de maquillage, pour adapter le maquillage à votre incarnation, l'optique aussi, le marketing, le tourisme, la santé, etc. Il est important de rappeler qu'on constate donc une démocratisation de ces usages dans l'espace privé de façon récréative, même si effectivement le rapport que je vais vous présenter ne parle que des usages publics, il est important de partir de ce constat parce que en fait, on constate une massification du recours à la reconnaissance faciale dans l'espace privé. Et de fait, il devient de plus en plus difficile de ralentir ou d'interdire la multiplication des usages de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Alors, par espace public, on a entendu dans le rapport une définition très générale. On entend tout lieu de passage ou de rassemblement accessible à tous, indépendamment de la qualité du domaine, qu'il soit privé ou public. On a notamment appréhendé les stades, par exemple, et les centres commerciaux que j'aborderai par la suite. Donc, les usages sont tout aussi multiples. On a l'authentification dans les aéroports pour accéder aux aéroports et le contrôle des frontières, l'accès au stade pour accéder plus rapidement au stade sous la forme de fast line. Également, on a évidemment le stéréotype un peu souvent évoqué en matière de reconnaissance faciale dans l'espace public. C'est l'exemple chinois avec la reconnaissance faciale qui est adossée au crédit social. Et donc, on constate que ces usages, privés comme publics, sont finalement globalisés à des fins de surveillance dans l'espace public. On a cette étude de Surfshape qui a étudié 194 États et qui a révélé que 109 parmi les 194 étudiés avaient déjà soit utilisé la reconnaissance faciale, soit utilisent encore la reconnaissance faciale dans l'espace public à des fins de surveillance. À partir de là, il est important de se poser la question de la crise sanitaire. Alors, la crise sanitaire n'a pas ralenti le phénomène. On pourrait penser qu'elle avait ralenti la reconnaissance faciale, mais finalement, ça a été une véritable aubaine pour le marché de la reconnaissance faciale. En effet, d'abord, on a eu une étude du NIST, donc cet institut américain, qui a révélé que du fait du port du masque, évidemment, les algorithmes de reconnaissance faciale étaient de moins en moins performants. On avait un taux d'erreur qui passait de 5 à 50% en moyenne, et avec un détail important, plus le masque était noir, foncé, plus le taux d'erreur était important comparé à un masque blanc ou chirurgical. De là, les acteurs privés se sont d'abord adaptés sur les usages privés que j'évoquais précédemment. Apple a adapté Face ID pour déverrouiller son téléphone en prenant en compte le port du masque. Également, on a vu des constitutions de bases de données de selfies faits sur les réseaux sociaux avec masque pour justement entraîner les algorithmes de reconnaissance faciale à cette reconnaissance avec masque. En conséquence, on a alors vu des expérimentations dans l'espace public pour la gestion de la crise, non seulement en Chine, mais également en France, à Paris, par exemple, dans le métro, et également à Cannes. L'objectif était de vérifier l'efficacité des politiques publiques et notamment d'adapter éventuellement les mesures gouvernementales dans la gestion de la crise. Alors maintenant, je vais passer au second temps de ma présentation, donc le cadre légal de la reconnaissance faciale en Europe. Donc, il y a d'abord ce paquet européen de la protection des données personnelles qui est qui comprend en fait le RGPD et la directive police-justice. Donc, ce sont deux textes du 27 avril 2016 et il y a une spécificité pour la réglementation en matière d'immigration, deux réglementations en plus, la EES et la SIS2 que j'ai mis en bas. Alors, s'agissant du RGPD et plus particulièrement de ce paquet, quand est-ce qu'il s'applique? Tout simplement, le RGPD, c'est pour les traitements automatisés ou non de données personnelles des personnes physiques. Donc, c'est le cadre légal européen de façon générale. La directive police-justice, en revanche, c'est, on peut dire, le cadre légal européen plus spécifique
à la reconnaissance faciale, c'est lorsque celle-ci est utilisée à des fins pénales ou à des fins de sécurité publique, autrement dit à des fins policières, que ce soit la police administrative ou la police pénale. Sur le champ d'application territorial, c'est lorsque une entreprise est située sur le territoire ou qu'elle vise des citoyens européens et lorsque ce sont des autorités européennes qui sont aux commandes pour la directive police-justice. Alors, s'agissant ensuite de la reconnaissance faciale, on a un principe d'interdiction des données biométriques qui est posé par les textes, les deux, que ce soit le RGPD ou la directive police-justice, même si la directive police-justice nuance plutôt ce principe d'interdiction en imposant une nécessité absolue pour l'utilisation. Donc, on est sur une interdiction assez souple. Mais finalement, on remarque que les exceptions pour utiliser, traiter les données biométriques sont assez importantes. Je vous en ai reproduit quelques-unes pour le RGPD, parce que la liste est très longue, elle va de la lettre A à la lettre J, les plus applicables finalement au cas de reconnaissance faciale. Tout d'abord, le consentement. Dans le cas d'une expérimentation, il est absolument possible de se baser sur le consentement pour entraîner et vérifier la fiabilité du logiciel. Aussi, les données rendues manifestement rendues publiques, c'est la grosse bête noire justement en matière de reconnaissance faciale, puisque beaucoup de bases de données se constituent à partir des photos, des images mises sur les réseaux sociaux. Couvre-feu partout en France à partir de 18h. Pour donc beaucoup de données sont récupérées sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont manifestement rendues publiques pour constituer des bases de données et entraîner les algorithmes de reconnaissance faciale. On a aussi la constatation des droits et des exercices des individus, les motifs d'intérêt public, à condition d'être évidemment proportionnés, les motifs d'intérêt public comme la santé publique, c'est pour ça qu'on a vu des expérimentations se développer dans le contexte sanitaire, et aussi la recherche scientifique. Alors la recherche scientifique, ça peut paraître étonnant, mais ça a été par exemple le motif qui a été utilisé lors des expérimentations au carnaval de Nice. L'objectif était de rechercher la fiabilité scientifique du logiciel qui était proposé par la société confidentielle. Pour la directive police-justice, alors ici, on réserve évidemment la loi. C'est une des grandes possibilités pour déployer la reconnaissance faciale à titre expérimental ou périn. Les intérêts vitaux, bon là on voit un peu moins d'intérêt pour la reconnaissance faciale, mais c'est une possibilité. Et encore une fois, les données manifestement rendues publiques. Ensuite, des garanties sont prévues pour ces traitements dits exceptionnels en principe de données biométriques. Évidemment, les grands principes du RGPD, et ils sont nombreux. On a évidemment le principe de licéité du traitement, le principe de nécessité et de proportionnalité du traitement. Justement, beaucoup de contentieux se dirigent sur ce critère de nécessité et de proportionnalité du traitement, notamment pour tous les essais d'expérimentation dans les écoles. On considère que la reconnaissance faciale n'est pas ni nécessaire ni proportionnelle à partir du moment où des agents, par exemple, supplémentaires suffiraient à résoudre la finalité visée, qui est par exemple un meilleur contrôle des étudiants à l'entrée. Mais il ne faut pas oublier que ce contrôle de proportionnalité s'effectue in concreto. Et durant la période sanitaire, plusieurs débats, plusieurs sondages ont été menés, notamment un qui a dévoilé que 7 Français sur 10 estimaient que l'État n'utilisait pas suffisamment les technologies dans la gestion de la crise sanitaire. Et on avait à peu près 51% de personnes qui étaient favorables à l'utilisation de la reconnaissance faciale pour contrôler notamment le port du masque. Alors les autres grands principes pour encadrer l'usage des traitements des données biométriques sont le principe de transparence du traitement également. Ça, c'est un principe qui fait vraiment défaut, comme on peut le constater en pratique. À l'étranger, on a par exemple le scandale de l'affaire Clearview AI qui avait éclaté l'an dernier. Donc, ces bases de données constituées par une entreprise privée avec du web scraping et qui fournissait cette base de données au FBI, que ce soit aux États-Unis, mais aussi aux autorités canadiennes. Et on a vu également qu'elle avait fourni ces bases de données en Europe. Après, en Europe, sur ce principe de transparence, dans notre rapport, nous avons remarqué qu'il y avait un important manque de transparence
par les autorités de contrôle et par les entreprises privées sur les expérimentations qui étaient menées. Et nous pensons qu'il pourrait être, par exemple, intéressant d'imposer ou en tout cas d'encourager la publication, par exemple, des analyses d'impact. Justement, ces analyses d'impact sont une autre obligation en matière de traitement de données biométriques qui est imposée aussi bien par le RGPD que la directive e-justice, avec en plus de cela eh bien, une consultation de l'autorité de contrôle, puisque nous sommes sur des données qui sont extrêmement sensibles. Pour revenir sur les autres principes, il y a également le principe de limitation des finalités. Il ne faut pas aller au-delà des finalités qui sont exigées. Donc, le risque souvent évoqué de profilage, s'il n'est pas déterminé à l'avance, il ne peut pas être développé en principe par la suite. Le principe d'exactitude des données, si on se rend compte qu'il y a un faux positif, en principe, il faut supprimer les données et ne pas engager des sanctions suite à ce faux positif ou ce faux négatif. Le principe également de limitation de la conservation des données, qui impose de ne pas conserver les données biométriques au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Et le principe de confidentialité et d'intégrité des données. Tout cela, finalement, est conforté d'autant plus par les principes de privacy by design et de privacy by default. Alors, privacy by design, c'est l'idée selon laquelle il faut que les logiciels ou les caméras de reconnaissance faciale intègrent dès leur conception les dispositions de protection des données personnelles. Et by default, c'est qu'elles doivent être programmées automatiquement par défaut sur le mode le plus protecteur pour les données personnelles. L'article 42 également du RGPD prévoit une possible certification de dispositifs justement en cas de respect de tous ces principes. Ça a été le cas durant la crise du coronavirus puisque une entreprise a reçu le label d'excellence de la Commission européenne. Alors là, on n'était pas sur de la reconnaissance faciale, on était plus sur de la reconnaissance du visage et de port du masque, mais elle a quand même reçu donc ce label par la Commission. Alors ensuite, on a évidemment le respect des droits des personnes concernées qui est moins important forcément sur la directive e-justice puisque nous sommes en matière pénale, donc on n'a par exemple pas forcément le droit de faire opposition au traitement, mais on a toujours le droit d'accéder à ces données, de les rectifier si elles sont fausses. Et enfin, on a l'imposition de mesures techniques et organisationnelles de sécurité pour les données personnelles. Un autre droit extrêmement important imposé par ces deux cadres est le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée ou de profilage. Et ce droit, il est un peu complexe à mettre en œuvre avec la reconnaissance faciale, puisqu'il peut paraître très tentant pour les autorités de police ou même les autorités privées qui ont recours à cette technologie, bien de se fier au jugement qui est fait et donc de ne pas analyser plus précisément si nous sommes face à un faux positif ou non. C'est donc le risque en matière de reconnaissance faciale et justement l'application de ce droit peut poser problème à cet égard. Une étude a d'ailleurs montré par exemple que aussi lorsque certains agents qui sont derrière les commandes des caméras de reconnaissance faciale font ce travail d'analyse tout de même de faux positifs ou non, eh bien ils sont plus susceptibles d'annuler évidemment les résultats des algorithmes lorsque le résultat n'est pas conforme à leurs stéréotypes. Ensuite, on constate une absence de législation spécifique, aussi bien européenne ou nationale, propre à la reconnaissance faciale. Parce qu'effectivement, ces textes s'appliquent à la reconnaissance faciale, mais sur certains points, donc on a pu voir qu'il existe des incohérences. Et par exemple, la Belgique a notamment noté une incohérence entre le cadre qui était fait pour les caméras de surveillance aux mains des policiers. Il ne pouvait pas constituer de base de données autre que celle relative aux plaques minéralogiques. Et pourtant, une expérimentation était souhaitée, était voulue au sein de l'aéroport pour identifier les individus recherchés. Donc, l'autorité de contrôle a annulé cette expérimentation car il y avait une incompatibilité avec la loi en vigueur. Et de fait, plusieurs autorités de contrôle privilégiées sont favorables à l'adoption d'une législation spécifique à la reconnaissance faciale ou au moins à l'adaptation des autres législations sur la vidéosurveillance, par exemple, pour soit interdire, soit encadrer strictement
la législation, la reconnaissance faciale et être adaptée à cet usage. C'est notamment le cas au Royaume-Uni, puisque l'Information Commissioner's Office est favorable à l'adoption d'un code de bonne pratique, mais qui aurait un effet juridique important et qui serait obligatoire finalement. Donc, elle est donc favorable à une législation. Ensuite, je vais évoquer les usages européens de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Donc, pour revenir sur un zoom de la carte mentionnée tout à l'heure, donc en Europe, quasiment tous les États ont au moins une fois expérimenté la reconnaissance faciale dans l'espace public dans un objectif de surveillance. Ces lieux d'expérimentation sont assez multiples et variés. Dans notre rapport, nous avons dénoté 45 expérimentations entre 2009 et 2020. Sur ces 45 expérimentations, nous avons noté 17 expérimentations dans les lieux de transit, et donc que ce soit les aéroports ou les gares, 3 dans des lieux d'exposition, les musées, donc c'est uniquement des cas spécifiques au Royaume-Uni, 10 cas dans des lieux privés qui sont cependant ouverts au public, donc ce sont les stades et les centres commerciaux notamment, 2 cas sui generis, c'est-à-dire que ce sont des cas dans des lieux qui appartiennent à des particuliers, des lieux privés, mais dont les données étaient fournies aux forces de police. 3 cas dans les établissements scolaires et 10 cas dans les lieux publics ouverts, autrement dit, que ce soit notamment la rue. Alors, dans les gares et aéroports, l'objectif, c'est notamment l'authentification, comme vous avez peut-être pu le tester et pour le contrôle aux frontières. Donc, il suffit de mettre le passeport. En France, ce sont les dispositifs PARAF. Donc, une comparaison du passeport avec le visage. Il y a également des processus d'auto-embarquement pour éviter le contrôle fait par le personnel. Et donc là, il y a un objectif de réduction du personnel qui est clair à cet usage, et aussi l'identification des comportements suspects. Ça, c'était le cas de la Belgique qui était évoqué précédemment, même si celui-ci a été avorté. Dans les stades, 2 types d'usages, l'identification des supporters qui sont interdits de stade, et les usages un peu plus récréatifs, c'est une ligne prioritaire pour les supporters qui payaient un abonnement. Ça a été notamment le cas en Belgique. Dans les centres commerciaux, c'est un objectif d'identification éventuellement des voleurs. Là, ce serait une identification a posteriori pour le vol à l'étalage, ou alors l'identification des personnes qui sont recherchées ou disparues. Pour les écoles, les usages sont notamment l'authentification des élèves à l'entrée et également l'identification et le suivi des personnes qui ne seraient pas autorisées à entrer dans l'enceinte scolaire. Enfin, dans les lieux publics ouverts, évidemment, l'objectif est principalement policier, donc la sécurisation des rassemblements festifs, le contrôle aux frontières et l'identification des personnes recherchées. Nous avons remarqué dans notre étude un usage privilégié des prestataires nationaux ou européens. Donc, de façon générale, ce sont les prestataires nationaux qui étaient privilégiés, avec quelques exceptions pour notamment des prestataires japonais en grande majorité. S'agissant des prises de position des autorités de contrôle, elles sont vraiment multiples. Nous avons classé ces positions en 4 catégories. Les positions favorables, donc ce sont les autorités qui n'ont pas nécessairement pris une position générale sur la reconnaissance faciale, mais qui se sont positionnées lors d'un exemple en faveur de l'expérimentation et sans trop mesurer leurs propos. Les positions réservées, ce sont les autorités qui se sont prononcées sur la reconnaissance faciale pour simplement rappeler les risques, éventuellement délibérer, mais soit autoriser tout en rappelant les risques, soit refuser, mais avec des critères très attentatoires aux libertés. Ensuite, il y avait des positions mitigées ou ambiguës. Là, ce sont des autorités qui, d'un côté, sont très, très alertes sur les dispositifs de reconnaissance faciale, mais dans le même temps, autorisent beaucoup d'expérimentations. Et enfin, les positions défavorables. Là, ce sont les autorités qui se sont
positionnée très fermement à l'encontre de l'usage de la reconnaissance faciale, à la fois pour un cas d'usage et de façon générale. Donc, en termes de position favorable, nous n'avons que l'Italie, et en position défavorable, nous avons remarqué uniquement l'Allemagne, qui avait refusé très fermement une expérimentation dans les gares qui était proposée. Pour les positions réservées, nous avons notamment la France, mais également la Belgique, l'Espagne ou la Suède. Alors la France, la CNIL est assez réservée en matière de reconnaissance faciale. Elle n'évoque d'ailleurs pas toutes les expérimentations qui sont réalisées. On a remarqué notamment sur l'expérimentation qui avait faite à Nice, qu'il y avait beaucoup de discussions qui n'avaient pas été rendues publiques. Il y avait même un argumentaire par la CNIL inédit qui avait été fait sur cette expérimentation et uniquement sur Twitter, et non sous la forme d'une délibération officielle ou d'un avis officiel, ce qui était assez étonnant. Sur les positions mitigées, on a clairement le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, on a un foisonnement d'autorités de contrôle qui sont compétentes en matière de reconnaissance faciale et de vidéoprotection, de vidéosurveillance, selon le terme préféré. Et en la matière, ces positions ont des avis divergents. En plus de ça, nous avons une solution jurisprudentielle qui a été rendue favorablement à une expérimentation de reconnaissance faciale à Cardiff, mais dans le même temps, les autorités se veulent très alertes sur le recours. Pourtant, c'est bien au Royaume-Uni que nous avons dénombré le plus d'expérimentations. Je vais évoquer maintenant les enjeux sous-jacents à la reconnaissance faciale. Donc, je vais sortir un peu du cadre strict de notre rapport. Donc, s'agissant de ces enjeux, il y a d'abord les enjeux techniques relatifs à la sécurité, à la reconnaissance faciale, et ils sont doubles. D'une part, la sécurité des données biométriques. On sait que les données biométriques sont extrêmement sensibles, et une violation, un piratage des données biométriques pourrait avoir des conséquences extrêmement graves pour la vie privée, hein, contrairement aux données bancaires où on peut se faire assurer, changer de compte. On ne peut pas changer de données biométriques. Et pourtant, nous avons constaté de nombreuses failles qui étaient présentes en matière de sécurité des bases de données notamment. On a également une faillibilité du dispositif. Hein. Beaucoup de logiciels de reconnaissance faciale ont un taux d'erreur extrêmement important. Ça a notamment été le cas au Royaume-Uni, puisque le logiciel utilisé notamment à Cardiff, justement, que j'évoquais précédemment, a révélé un taux d'erreur de 81%, voire même de 92% lors de certains événements. Ensuite, on a également des enjeux évidemment éthiques et sociétaux en matière de reconnaissance faciale. Tout le monde évidemment sait que la reconnaissance faciale est sujette à des biais algorithmiques qui peuvent créer des discriminations genrées ou raciales. Notamment une étude du NIST l'a démontré en décembre 2019. Et donc notamment, ces biais sont liés en particulier sur les populations asiatiques, sur les populations d'origine également indiennes, qui sont très touchées par ces biais, et enfin les populations d'origine africaine. On a également les femmes qui sont plus victimes de discrimination en matière de reconnaissance faciale que les hommes. Par exemple, cet exemple avec Amazon et son logiciel de reconnaissance faciale qui pense que Oprah Winfrey est apparemment un homme. Également, en termes d'enjeux de société, la reconnaissance faciale pose la question du choix de société que nous voulons. Hein. La plupart des conférences ou des articles qui parlent de reconnaissance faciale font évidemment référence à la Chine et pour une raison précise. Hein, on sait très bien depuis plusieurs années, et c'est particulièrement dénoncé ces derniers mois, sur l'oppression qui est faite sur les Ouïghours, mais on rappelle assez peu souvent l'intervention de la reconnaissance faciale et le rôle qu'elle joue dans cette oppression contre cette population. Et comment ne pas citer évidemment George Orwell et sa dystopie, son roman d'anticipation, lorsque l'on évoque un débat sur la reconnaissance faciale, même si on parle évidemment effectivement de l'extrême, et il ne faut pas mélanger tous les types de reconnaissance faciale comme je l'évoquais au début. Il y a ensuite des enjeux économiques importants en matière de reconnaissance faciale. C'est évidemment un marché qui est extrêmement lucratif et qui est en plein essor. On estime que d'ici
Pardon Pierre, j'ai coupé ton micro par Voilà. accident. Veillez bien tous à couper vos micros. Idéalement aussi, vous pouvez vous couper vos caméras pour qu'on ait une meilleure qualité du son, si ça ne vous dérange pas. Je vous remercie beaucoup. Donc, on a des enjeux extrêmement économiques, des enjeux économiques liés à la reconnaissance faciale. C'est un marché qui est extrêmement lucratif. D'ici 2026, on estime qu'il pourra dépasser les 12 milliards de dollars. Actuellement, on est sur les 3 milliards de dollars, donc soit une augmentation de plus de 12%. On a une course évidemment qui est globale en matière de standards techniques, en matière de reconnaissance faciale. On a vraiment une guerre sino-américaine sur ce terrain. Alors, si les États-Unis ont un pas d'avance, on peut considérer que la Chine en a deux, parce qu'évidemment, elle exporte extrêmement ces technologies, aussi bien en matière de reconnaissance faciale et de surveillance de façon plus générale, en matière de smart et de safe city. On a par exemple, et cette guerre du standard technique se traduit par exemple sur le fait que certains prestataires chinois imposent ce qu'on appelle du smart lightning, donc c'est un certain type de luminescence pour les reconnaissances faciales. Et donc si évidemment ce modèle se répand, ça risque de devenir le standard technique, la norme technique en matière de reconnaissance faciale. Et actuellement, seules une ou deux entreprises en Chine proposent ce type de reconnaissance faciale doté de Smart Lightning. On a également le gouvernement chinois qui exporte de plus en plus dans les pays moins développés leur technologie, notamment en Afrique. On voit en particulier un intérêt croissant pour la Chine pour ce territoire. Enfin, évidemment, les enjeux juridiques sur la reconnaissance faciale, avec un rapport très intéressant de l'Agence des droits fondamentaux, qui mentionne notamment 4 droits fondamentaux essentiels en matière de reconnaissance faciale. Évidemment, le droit à la vie privée et la protection des données personnelles qui est questionné, comme on a pu en faire la démonstration précédemment. Le droit à la non-discrimination, en particulier lié à tous les biais évoqués, et également que ce soit en matière raciale, mais également en matière de genre, parce que, par exemple, au Canada, le Canada a consacré une troisième identité sur les cartes nationales, ni homme ni femme, et pourtant tous les logiciels de reconnaissance faciale vous caractériseront soit comme un homme ou soit comme une femme. Également, le droit à la bonne administration de la justice est questionné, le droit à un recours effectif et à un procès équitable, parce qu'effectivement, on a un problème de contestation de cette preuve algorithmique, mais qui n'est pas propre uniquement à la reconnaissance faciale, qui est propre à toutes les technologies de façon générale en matière de procès. Et également un problème de liberté d'expression, d'association, de manifestation et des droits politiques de façon générale, parce qu'on constate que la reconnaissance faciale est un moyen de standardiser le comportement, d'imposer le comportement du bon citoyen ou du bon étudiant lorsque celle-ci est utilisée dans un cadre d'établissements scolaires. Enfin, j'évoquerai les pistes de régulation en matière de reconnaissance faciale et les initiatives possibles. Donc, on a remarqué des initiatives à l'échelle nationale d'abord. En France, il y avait par exemple une proposition de loi qui avait été faite en 2017 suite aux attentats notamment, pour recourir à la reconnaissance faciale donc par les forces de police dans le cadre de la recherche et la poursuite des actes de terroristes. On a également une proposition qui a été faite en République tchèque pour le recours à la reconnaissance faciale dans les stades. Et Washington a également légiféré sur la reconnaissance faciale. Alors cette loi a longtemps été considérée comme progressiste, mais finalement on s'est très vite rendu compte que cette loi avait finalement été écrite par une employée de Microsoft, ce qui finalement en questionne sa légitimité. Du fait de l'absence de législation propre nationale à la reconnaissance faciale, la régulation se fait principalement sur le terrain jurisprudentiel en matière de reconnaissance faciale. On a un contentieux mondial qui est absolument croissant du fait des mouvements très actifs des associations de protection pour les droits de l'homme,
pas uniquement en Europe, hein, on a cela également en Chine, où à Hangzhou, un professeur de droit a fait un procès contre l'usage de la reconnaissance faciale dans un zoo, pour lequel il avait obtenu une amende. Et il a demandé de supprimer ces données, et lui, évidemment, ne s'est pas fondé sur le droit de la protection des données personnelles qui n'existe pas en Chine, mais sur le droit de la consommation et principalement sur le terrain du consentement privé. On a également eu un procès très important dans l'Illinois qui a vu sanctionner le logiciel, le recours à la reconnaissance faciale de Facebook, parce que justement, l'Illinois a la loi la plus restrictive en matière de protection des données personnelles. Donc justement, l'action collective qui a été menée a profité de cela par le choix du fort pour justement condamner Facebook. En France également, on a un contentieux qui est naissant, notamment lors des expérimentations qui étaient voulues dans la région PACA, dans les écoles, dans 2 lycées, un à Marseille et un à Nice. Là, c'était un recours qui était mené par la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme. Et justement, cette victoire a été résolue sur le fondement du principe de proportionnalité et de nécessité qui n'était pas rempli pour mettre de la reconnaissance faciale à l'entrée des écoles. Également, le cadre de la reconnaissance faciale se voit précisé par les prises de position des autorités de contrôle. Par exemple, une première amende avait été donnée en Suède lorsque, également dans un lycée, on considérait que le consentement des étudiants n'était pas suffisamment, ne remplissait pas les conditions imposées par le RGPD, à savoir libre, éclairé, univoque et spécifique au traitement. Et en plus de cela, évidemment, il y avait un rapport d'autorité entre les étudiants et le personnel enseignant et le personnel de direction qui biaisait en quelque sorte ce consentement. La CNIL se prononce également se prononce également en matière de reconnaissance faciale et dessine le contour. Par exemple, elle a rappelé que pour les fichiers récemment réformés, il n'était pas question d'utiliser la reconnaissance faciale actuellement, en l'absence d'une loi. Évidemment, ces débats, ces avancées jurisprudentielles se font grâce à un clivage extrêmement important, hein, extrêmement marqué autour de la reconnaissance faciale, entre l'interdiction et la régulation. Sur l'interdiction, on a de nombreuses associations des droits de l'homme qui luttent pour un bannissement total de la reconnaissance faciale, aussi bien sur le terrain public que même sur le terrain privé. Là, récemment, le 12 janvier 2021, il y a un appel de plus de 60 associations pour bannir la reconnaissance faciale à l'échelle européenne, et pas uniquement la reconnaissance faciale, aussi les outils de police prédictive, le crédit social et la surveillance biométrique de façon générale. De l'autre côté, on a une volonté importante à la fois des industriels, mais également du ministère de l'Intérieur, par exemple en France, eh bien, pour au moins expérimenter cette technologie. Le livre blanc d'ailleurs de la sécurité intérieure qui était récent a prôné eh bien, le lancement d'un programme d'expérimentation qui serait encadré. Et justement, la loi attendue, donc la proposition de loi sur la sécurité publique, n'est pas intervenue sur le terrain de la reconnaissance faciale, parce que la rapporteure a mentionné notamment que la reconnaissance faciale avait été un débat trop houleux et nécessitait un texte totalement spécifique et adapté à son régime pour éventuellement envisager une adoption ou une loi d'expérimentation. Au niveau, à l'échelle européenne, il a été envisagé un moratorium, donc un moratoire, peut-être éventuellement interdire la reconnaissance pendant 3 à 5 ans et voir ensuite quelles évolutions pour lancer un débat national, hein, interroger à la fois les populations, les associations et le secteur en lui-même sur la nécessité et l'intérêt de recourir à la reconnaissance faciale. Alors, est-ce la solution adéquate? Il faut savoir que l'UE avait d'abord voulu bannir totalement la reconnaissance faciale, mais finalement elle est revenue
sur cette décision dans son livre blanc de février 2020. Elle n'a pas proposé un bannissement de la reconnaissance faciale, elle a simplement rappelé que celle-ci était très encadrée, qu'elle devait être faite dans les garanties nécessaires et proportionnées. Donc, elle a fait un pas en arrière, mais le contrôleur européen de la protection des données personnelles, lui, est revenu sur l'éventualité d'un moratoire, donc de l'abandon de la reconnaissance faciale, d'une interdiction pendant quelques années pour ouvrir le débat et envisager éventuellement des cas d'usage de reconnaissance faciale. Alors peut-être est-ce la solution espérée dans l'attente d'un cadre plus spécifique à la reconnaissance faciale, ou au moins un cadre à effet direct en matière d'IA. Actuellement, justement, le Conseil de l'Europe vient de lancer une étude selon laquelle il envisage la construction d'un instrument à effet direct, éventuellement, sur les dispositifs d'intelligence artificielle. Donc peut-être que c'est une voie pour réglementer d'autant plus la reconnaissance faciale qu'il faut soulever. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je distribuerai la parole à celle qui veut la prendre. Moi, juste pour commencer le débat, j'aurais voulu poser des questions tout à fait banales pour quelqu'un comme vous. Je remarque que vous avez parlé à un moment donné d'agents. C'était un peu avant les usages européens. Vous parlez d'agents qui finalement se trouvent derrière les caméras, j'ai l'impression. Et j'ai pas bien compris. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une reconnaissance? Enfin, pour moi, la reconnaissance faciale est un processus qui est complètement automatisé. Donc, où le rapport au technicien entre en jeu, et s'il entre en jeu, comment ça fonctionne? Je pose cette question parce que je suis en train de lire un livre sur le pilotage des drones, bon, et on voit qu'il y a une reconfiguration du rapport entre machine et ingénieur et technicien, mais c'est pas du tout c'est pas du tout finalement la fin des techniciens, c'est juste une reconfiguration du rapport à la machine. Donc je me demandais si c'était aussi le cas dans le cas que vous évoquiez de la reconnaissance faciale. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à un moment donné, j'ai pas bien compris quand vous avez fait remarquer qu'il fallait distinguer entre reconnaissance faciale et reconnaissance du visage. Alors, c'était peut-être j'ai pas bien saisi la nuance. Pour moi, la reconnaissance faciale, c'est de la reconnaissance de visage. Bon. Et puis, donc, le dernier point un peu technique que je voulais souligner, quand vous avez fini sur le Conseil de l'Europe et la construction d'un instrument à effet direct, je me demandais ce que vous entendiez par là. Est-ce que ça voulait dire que, comme vous l'avez dit en début d'exposé, c'est by design, comme vous avez fait remarquer qu'il faudrait qu'il y ait des limitations, donc une privacy by design ou pas? Je n'ai pas bien compris ce à quoi vous faisiez référence là. Et puis sinon, j'ai trouvé amusant dans une des diapositives que vous avez montrées, quand on dit la caméra vous a reconnu. Donc vous ne pouvez pas entrer dans un stade, la caméra vous a reconnu, comme si c'était la caméra qui vous reconnaissait. Donc on prête une espèce d'agentivité à l'objet technique, alors que évidemment l'objet technique n'y est pour rien là-dedans. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà. Bon, je lance juste le débat comme ça, et puis il y aura peut-être des questions qui viendront de la salle. On ne vous entend pas.
Donc, sur l'agent derrière les caméras, alors effectivement, donc, comme je l'évoquais, l'article 22 du RGPD, il pose un droit à l'intervention humaine derrière l'usage d'outils de traitement automatisé de décision. Donc, la reconnaissance faciale est un outil de traitement automatisé de décision parce qu'il va dire si vous êtes suspect, par exemple dans le cadre d'une enquête policière, si vous êtes le suspect identifié. Donc, on prend une décision automatisée. Vous avez le droit, évidemment, à une intervention humaine. Et certains agents, par agent, je voulais dire agent de police judiciaire ou agent de police administrative, selon le cas. Et donc cet agent de police judiciaire, il est parfois derrière les commandes quand même de la caméra, puisque notamment en matière de vidéo surveillance, il y a beaucoup de CSU, de centres de sécurité urbaine qui se sont développés dans les grandes villes qui ont énormément de caméras, et il y a des agents qui visionnent des heures et des heures de visionnage de caméras, et également les caméras en direct. Donc, imaginons qu'une caméra détecte un individu comme étant la personne recherchée. Il faudra, de par cet article 22, ce droit à l'intervention humaine, que l'agent ait un rôle actif dans la prise de décision. Et donc, c'est pour cela qu'il y a un agent, effectivement, que je vais évoquer le rôle d'un agent derrière la reconnaissance faciale, en Europe en tout cas. Effectivement, en Chine, par exemple, dans le crédit social, là, il n'y a aucun agent, tout est absolument automatisé derrière la chose. Pour la reconnaissance de visage, la reconnaissance de visage, c'est tout simplement le fait qu'on identifie la forme de votre visage. Donc, par exemple, pour un appareil photo, souvent, vous savez, il y a ce petit carré qui apparaît lorsque on prend une photo. Et là, on identifie uniquement le visage, mais pas les traits du visage. Alors que la reconnaissance faciale va vraiment calculer la distance entre les yeux, l'écart des narines, la taille des orbites, la profondeur des joues, etc. Et là, on est vraiment sûr de la reconnaissance faciale. C'est détection du visage, plus mapping en 3D du visage et plus identification des traits biométriques et en plus de cela évidemment du machine learning pour faire fonctionner les comparaisons avec les bases de données. Et enfin, sur la norme à effet direct du Conseil de l'Europe, alors lorsque l'on parle de débat éthique, là on a énormément de codes de conduite, de codes de pratique sur l'intelligence artificielle qui sont apparus, qui sont évidemment applicables à la reconnaissance faciale, puisque du fait du recours au machine learning ou au deep learning, on est dans un cadre d'intelligence artificielle, donc il faut répondre aux principes de non-discrimination, de transparence qui sont prônés par ces guides et ces codes de conduite, mais ces codes de conduite ne sont évidemment pas à effet direct. Les États sont libres et les acteurs privés surtout sont libres de les suivre ou pas. Donc évidemment, si une norme à l'échelle du Conseil de l'Europe est en train d'être adoptée, serait adoptée, et bien dans ce cas-là, ça changerait vraiment la donne pour les acteurs économiques privés qui devraient vraiment s'imposer à ces normes éthiques. Et donc, on aurait vraiment une obligation effectivement du privacy by design en plus de cela, mais ces normes peuvent imposer des exigences supplémentaires. Par exemple, l'exigence de transparence que j'évoquais, elle peut être précisée, par exemple, en imposant des AIPD, la publication des AIPD, en imposant des audits algorithmiques des logiciels, des taux d'erreur. Et ces audits doivent être, par exemple, réguliers, parce que le biais algorithmique, le biais discriminatoire, il peut ne pas être présent au début, mais il peut, du fait de l'évolution de l'algorithme et des données entrantes et sortantes dans la base de données, il peut évoluer. Et le biais discriminatoire peut apparaître par la suite. Donc, il est important de contrôler les algorithmes ou les logiciels de reconnaissance faciale du début jusqu'à la fin de leur usage. Et je vois qu'Antoine a levé la main. Antoine, Oui. si tu veux, voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé. Alors moi, c'est une question que je me fais un peu l'avocat du diable pour le bonheur de la discussion. Est-ce qu'on risque pas est-ce qu'il n'y a pas comment dirais-je, un problème à diaboliser une technique plutôt qu'à chercher comment dirais-je, à dénoncer ces usages totalitaires? Parce que on travaille, on est en contact plus exactement à l'IHEJ avec des associations syriennes qui ont pris des centaines de milliers, voire plus d'un million de vidéos d'exactions. Et la reconnaissance faciale serait un instrument absolument formidable pour identifier les criminels de guerre.
Et d'ailleurs, il y a comment dirais-je, quelques petits, on a pu reconnaître, grâce à la reconnaissance faciale, la présence de djihadistes, qui étaient sur des lieux en France. Donc, ça pose une question qui est plus profonde peut-être sur l'attitude face à une technique qui n'est qu'une technique d'identification. Ça, et qui peut être bonne ou mauvaise. Et le problème, c'est qu'il faut contrôler les gouvernements ou les gens qui en feraient un mauvais usage. Et qui amène une deuxième question, qui est là aussi très comment dirais-je, c'est l'avocat du diable qui parle. Mais c'est ce que j'ai entendu, moi, dans certains milieux de sécurité. C'est de dire, bon, c'est très bien, en Europe, on va bannir l'utilisation de la reconnaissance faciale, et donc on va laisser un double boulevard aux Chinois. Tout d'abord, un boulevard technologique, c'est que dans 20 ans ou dans 10 ans, ils auront une technique aboutie avec énormément d'applications et de développements très utiles pour la sécurité, mais aussi pour la santé, pour des tas de choses. Bon. Et puis deuxièmement, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je n'ai pas vérifié, mais cette personne du milieu de la sécurité, travaillant sur la reconnaissance faciale, disant les Chinois ont déjà plus de visages européens que les gouvernements européens n'ont de visage européen. Et ils en ont 600 millions, un peu plus de 600 millions, et on est 400 millions. Bon. Ce qui veut dire qu'ils sont, et comme ils n'ont aucune préoccupation de respect des droits fondamentaux des personnes européennes, cette personne me disait, c'est très préoccupant parce qu'on est bien sûr, bien évidemment d'accord avec le fait qu'en Europe, il faut mettre des garde-fous. Mais à terme, on sera... c'est un peu le dilemme du nucléaire, si vous voulez. D'accord, on refuse le nucléaire et on refuse l'arme nucléaire, très bien, mais sauf que si son voisin a l'arme nucléaire, il y a un jour, il pourra nous tordre le bras et nous dicter ce qu'il veut qu'on fasse. Donc voilà, je pense qu'il y a des problèmes de fond derrière la reconnaissance faciale. Merci pour vos deux questions. Alors, sur l'idée de diaboliser la reconnaissance faciale, alors c'était absolument pas l'objectif de mon exposé, je voulais vraiment montrer tous les tenants et les aboutissants dans le débat. Mais je ne parlais pas de vous, je parlais de l'ambiance. Oui, de manière générale, dans tous les écrits qu'on peut lire, c'est souvent effectivement le cas qui est présent, on évoque Orwell,